quand on part de zéro, quels outils choisir pour créer sa stack data? Chaque nuit à minuit, tu vas exécuter ce script. Ta robustesse, elle est assurée par quoi ici? T'as beau avoir la meilleure techno, si elle est mal utilisée, ça marche pas, quoi. Your attention, please. Qu'est-ce qui fait un bon développeur? Pas les compétences techniques. Enfin, pas seulement les compétences techniques. Un bon développeur ou une bonne développeuse, c'est quelqu'un qui a une compréhension globale de son métier et de l'écosystème dans lequel il gravite, une vision produit et des compétences humaines, tout ça pour lui permettre de faire des choix éclairés au quotidien et de se sentir bien là où il ou elle est. Moi, c'est Donatien, je suis développeur web, et comme vous, je cherche les récits des retours d'expérience inspirants qui feront de nous des développeurs éclairés. Dans Développeur Expérience, je vous emmène donc à la rencontre de développeurs expérimentés et autres leaders de la tech pour qu'ils nous partagent leur histoire, leurs expériences, leurs apprentissages, les bons et moins bons moments sur leur parcours pour nous permettre de monter plus vite en compétences et nous aider à construire notre propre vision. Computer technology. J'ai choisi de vous partager comment construire une architecture data fiable et robuste. Let's go! Sacré projet. Donc en gros, comme je disais un peu plus tôt, architecture data, ça veut dire ça, ELT, que j'appelle aussi pipeline data. Et en gros, globalement, quand on part de zéro, comment choisir, quels outils choisir pour créer sa stack data. Et voilà, si des gens qui nous écoutent qui sont dans la même situation de il y a rien, il faut créer quelque chose. Évidemment, il faut passer par cette phase de veille, de recherche, aller interroger des gens qui font la même chose, essayer de comprendre c'est quoi les outils du moment. Et moi, vraiment, je pense avoir trouvé un peu le package parfait. Bon, en tout cas, dans le contexte de Dougs, c'est plutôt le package parfait parce qu'il marche hyper bien. On est très content et même quand je compare avec d'autres entreprises, on arrive à se... j'ai l'impression que c'est le bon choix, quoi. C'est les bons choix qu'on a fait. Donc je les partage comme ça fait gagner du temps aux gens qui nous écoutent. En gros, la partie ingestion, donc prendre les données de source brute et les mettre dans le data warehouse. Il y a 2 outils qu'on utilise, nous, c'est Airflow, qui est en fait un orchestrateur de scripts. Donc nous, on écrit des scripts Python qui vont dire: OK, chaque nuit à minuit, tu vas exécuter ce script. Ce script, c'est un call API à telle base de données qui va ramener tel modèle de données, créer des tables, machin. Donc ça, c'est plus les connecteurs custom que tu fais par toi-même. Et il y a aussi maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure, Fivetran ou Airbyte. Ça, c'est des outils qui proposent des connecteurs déjà faits, où là, du coup, tu as même pas besoin de coder en Python. C'est vraiment du clic. Genre, c'est une interface, quoi. Où tu dis: «Bah, voilà, je vais chercher les données de telle source de données et mets-les-moi ici». OK. Et tu as encore moins besoin d'être chaud en data engineering. Et ça, du coup, on le met dans le data warehouse. Comme je disais, nous, on est sur Google Cloud, même, on a plein de services, en fait, qui sont chez Google, je pense choix historique parce qu'on a toujours été comme ça. Et c'est vrai que chez Paperless, on était aussi chez BigQuery. Donc BigQuery qui est le data warehouse de Google Cloud et ça fait toutes les fonctionnalités qu'il faut et c'est vraiment pas hyper cher par rapport à des outils type, Snowflake ou Talend ou Databricks. J'espère que je dis pas de bêtises, mais ça, c'est des data warehouse qui sont des surcouches de Google Cloud, AWS. Ils arrivent avec une partie software en plus? Ouais, en gros, il y a un peu des fonctionnalités en plus, mais pour l'instant, en tout cas, moi, à la taille de Dougs, sur la maturité data, j'ai pas eu de gros problèmes. Voilà, on est une équipe de 5. Je pense que c'est vraiment des outils qui sont adaptés, soit si tu as du multi-cloud à la source, enfin non, pas à la source, justement, tu as plusieurs data warehouse, ou que tu as des très, très grosses équipes, potentiellement dans des départements différents et qui
voilà, peut-être tu as un peu des fonctionnalités pour ces cas OK. d'usage, mais en vrai, avant d'en arriver là, faut prendre le truc, Mmh. de base, donc BigQuery chez Google Cloud, par exemple. Et sur ce data warehouse, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'outil dbt, il est vraiment, c'est un peu le seul sur le marché qui fait ça aujourd'hui, c'est à nouveau un genre d'orchestrateur, mais de query SQL. Ce qui fait que souvent les data analysts, c'est tu fais surtout du SQL. Tu peux aussi faire du Python, mais disons que c'est la base du data analyst, c'est vraiment le SQL. Et donc dbt, ça va t'orchestrer tes requêtes SQL de transformation. Donc ils vont faire, par exemple, voilà, je prends la table, c'était quoi notre exemple? Users, je la split en une table client, une table collaborateur. Puis de ces tables, je vais appliquer des nettoyages, genre numéro de téléphone, genre, je rajoute, les équipes, je sais pas quoi. Et de ces tables, je vais les croiser avec d'autres infos, d'autres sources de données. Je vais recréer une autre table. Ah, et cette table-là, ça va être, utilisé pour un dashboard. Et donc toute cette séquence de SQL, par exemple chez Paperless, on n'avait pas encore dbt à l'époque, et donc c'était des data eng qui avaient fait des scripts Python qui correspondent à ça, cette cascade. Et dbt, ça change la vie, déjà parce que, à nouveau, c'est une interface, donc tu as pas besoin d'être très fort en Git ou en éditeur, comment on dit? VS Code, quoi. Hem, Tu peux tout faire dans ton SQL dans l'interface, web. Donc ça, quand tu es data analyst, plutôt junior, c'est pas mal. Et tu as aussi une partie, que moi j'adore, c'est la visualisation de justement quelle table donne naissance à quelles autres tables. Et comme ça, tu t'assures que ta cascade de tables est logique, et que, par exemple, deux tables, 2 dashboards, si on reprend l'exemple tout à l'heure, dashboard des sales, dashboard de la finance, qui prennent bien les mêmes clients, tu vois que la table client donne naissance à 2 autres Mmh. tables. Et ça, quand ça n'existait pas, moi, je faisais vraiment des schémas je remettais à plat à chaque fois, tu vois? Et là, en fait, Ouais. c'est en dynamique. Ouais. Donc si tu crées une nouvelle table, tu fais des références, relatives, et donc il actualise le schéma, instantanément, quoi. dbt, la vie. Et ensuite, nous, on utilise 2 outils de visualisation, donc pour faire des graphiques. Il y a Metabase, que je ne connaissais pas avant, mais voilà, comme il était là quand je suis arrivée, pour l'instant, on l'a encore regardé. Et Metabase, il a l'avantage de pouvoir faire des requêtes SQL en no code. Et donc, pour les cas, par exemple, je prenais l'exemple des product managers. Eux, en soi, ils savent à peu près ce qu'ils cherchent, mais juste, ils savent pas forcément faire du SQL. Mais ils ont quand même l'esprit un peu, voilà, analytique, chercher des clients avec tel critère, et cetera. Et donc eux, en fait, on leur fournit des tables qu'on appelle des MART, qui sont des tables, clean, voilà, client, il y a une colonne qui s'appelle, nom du client, et c'est plus beau que name dans la DB, Ouais. de base, quoi, de l'app. Parce que la DB de l'app, elle est faite, pour du code, pour Mmh. l'application, quoi, et pour des devs. Donc voilà, ces MART, nous, on a créé ces belles tables qui permettent de pouvoir faire, des petites analyses et aussi des jointures, Mmh. sans savoir, faire une jointure en SQL, OK. par exemple. Et l'autre outil, c'est Looker Studio, où lui, c'est plus poussé en termes de visualisation. C'est quand C'est un truc même de Google, ça? Et oui, c'est Ouais. aussi la Mmh. Google, donc c'est gratuit, en tout cas, c'est dans le package, quoi, Ouais, qu'on a. Donc ça aussi, c'est pratique pour faire passer, l'adoption, bien quoi. sûr. Comme autre outil, sinon, il y a Tableau, Mmh. par exemple, qui est assez connu. Power BI, côté Microsoft. Ça Mais me donne par des boutons quand tu me parles de Power BI. Ah ouais, ouais, Power BI, c'est pas le plus facile, mais non, mais Looker Studio, franchement, pareil, il y a des limitations, mais avant de les atteindre, faut avoir, nous, Mmh. on arrive à faire, 95 de ce qu'on veut avec Looker Studio, et il y a 5 où on doit un petit peu se poser la question, ou bien un peu triturer Mmh. l'outil. Hem, mais voilà. Donc, comment faire une architecture data fiable et robuste? Bon, il y a la technique, que je viens de dire. Donc ça, c'est tes outils? Ouais, les OK. outils, choisir, les bons outils, donc ceux que j'ai énumérés dans notre cas, en tout cas. Hem Et puis tu as, un peu de process et de discipline
Au sens où donc tu vois toute cette partie transformation, faut que tu définisses en gros au cœur, je veux pas forcément trop rentrer dans les détails, mais au cœur de ça, tu as des tables qui sont le star schéma. Si vous êtes intéressé, vous cherchez star schéma. Le schéma en étoile, c'est ça? Schéma en étoile, ouais. Ouais. On en avait parlé dans l'épisode, du data modeling avec Céline, justement. Ah bah oui, Ouais. tout à fait, exactement. Et ben, donc des sources de données brutes, moi en tout cas ce que je fais, c'est que je les modèle en mode star schéma et de celles-là, je fais des tables pour les marts et des tables pour les dashboards, en gros. Sauf que Donc avoir Mars, c'est pour tes utilisateurs, sur, ton outil pour tes PM là? ouais, Metabase. OK et l'autre, c'est pour les dashboards? Dashboard, OK. ouais. Donc dashboard, en fait, c'est pour nous-mêmes, enfin pour les data analysts, Mmh. puisque l'utilisateur final, il va pas avoir une table, il va avoir un graphe ou une table, mais jolie, quoi. Enfin, en mode tableau où tu peux filtrer, des Mmh. trucs comme ça, quoi. Ici Donatien, je fais une brève interruption dans votre écoute pour vous communiquer une info importante. Ce que vous écoutez actuellement est un extrait de la conversation complète que j'ai eue avec mon invité. Ici, on parle d'un sujet précis, tandis que dans la version intégrale, on parle aussi du parcours de mon invité, des défis rencontrés au moment clé de sa carrière, des compétences impliquées et surtout des apprentissages avec lesquels vous aussi, vous pouvez repartir. Je sais que vous mourrez d'envie d'en savoir plus, alors retenez la date, l'épisode complet sort la semaine prochaine. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous retiens pas plus longtemps, bonne fin d'écoute. Et à la semaine prochaine! Les marts, en fait, les marts, c'est une version plus digeste et plus orientée cas d'usage business de ce qui est à la base, tous les modèles de données, en fait. Ça veut dire un truc, Mart? Ou c'est Non, je veux dire, c'est pas un diminutif ou un truc comme ça, non? Non, c'est pas un diminutif. Moi, j'ai ce terme depuis que j'ai enfin, il y a d'autres gens qui parlent, quoi, de data mart. OK, Data mart. ça doit être un terme spécifique à la data que je connais pas. Ouais. OK. En fait, je crois enfin, est-ce que peut-être que je dis une bêtise? Mars, genre, le marché, tu vois? En mode, c'est accessible, tu peux venir, faire des courses. OK. Pas faire des courses, mais genre tu peux les toucher, quoi, OK, enfin OK. les utiliser en direct. Mmh. C'est comme ça que je vois le concept de Mart. Mais en tout cas, nous, c'est adopté dans l'entreprise ce terme et non, il y a de la documentation sur ça, tu vois? On n'a OK. pas inventé le terme. Mais en gros, voilà, que dans tout ce process, tu as vite fait qu'au début, ce soit très clair et au fur et à mesure, tu prends des arbitrages de, je sais pas, le 0,6, on le modifie dans le star schéma ou avant ou après ou vraiment à toute fin dans les dashboards. Et en fait, un peu d'établir que quand tu te fais des grandes règles, des grands concepts, de les documenter et de toujours y revenir, Mmh. pour être sûr que ton truc, il dure dans le temps et qu'il y a pas des incohérences qui se créent. Tu as des exemples de conventions comme ça? Et ben oui, là, on est sur un truc très fileux. En ce moment, on s'est rendu compte parce que du coup donc un très bon exemple, ces principes, on les a établis avant que je parte et là que je suis revenue, il y en a qui ont été un peu oubliés, tu vois? Il y a des principes qui n'ont plus été trop suivis. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Et donc, par exemple, peut-être que ça peut changer, en tout cas, voilà, après, c'est comme je dis, en fait, c'est des principes. Il y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Non, bien sûr. Juste, faut les établir et que tout le monde les C'est suive. vos conventions à vous, Ouais. Exemple, jusqu'ici, les marts et les dashboards, c'était des tables vraiment finales. C'est-à-dire, elles sont tout au bout du tuyau, des tuyaux, quoi. Mais il se trouve qu'il y a des marts qui se sont appuyés sur d'autres marts. Exemple, enfin, je sais pas si c'est je pense pas que ce soit un vrai exemple, mais on a mis un mart avec, tous nos clients et quelqu'un un jour s'est dit: «Ah, ce serait bien d'avoir un mart avec juste nos clients, actifs en ce moment, que nos clients actuels». Donc on enlève ceux qui sont partis, ceux qui sont partis et en fait, du coup, il a fait un filtre. Enfin, donc ce mart, c'est un filtre du mart, de tous les clients et du coup, voilà, donc on a un mart qui s'appuie sur un mart et ça, on a dit qu'on le faisait pas. Qu'on a dit que les marts, c'est que des trucs, finaux et dans ce cas, il faudrait, renommer en fait, juste se poser la question: «Pourquoi est-ce que c'est 2 marts?» Enfin voilà, se poser des questions philosophiques, quoi. OK. Voilà. Un récap, peut-être? Oui, Tu nous as parlé des comment outils et du coup, ouais. des process, enfin de se définir, des règles
Récap, pour mettre en place une, architecture data fiable et robuste, il faut choisir les bons outils adaptés Mmh. à l'entreprise, mais ne pas oublier le côté, humain, le côté, tu beau avoir la meilleure techno, si elle est mal utilisée, ça marche pas, quoi. Ta robustesse, elle est assurée par quoi ici? Ma robustesse par les règles qu'on a établies, sur les principes. OK. Mais oui, pardon, il y a aussi des tests. En gros et typiquement dans DBT, tu peux faire des tests, à chaque, étape de la pipeline. Tu peux tester, le numéro de téléphone, il faut que ça soit, 10 chiffres. Et donc si à un moment il y a une ligne qui apparaît qui n'est pas 10 chiffres, bah merde, c'est que ta fonction a mal marché Mmh. ou un truc comme ça. Tu aussi juste des tests de vérifier que la colonne n'est pas nulle et tu peux faire plein de tests, comme ça. Est-ce que c'est des tests qui sont, joués en parallèle sur des sets de données, qui peuvent être factices ou des duplicats de ce que vous avez comme on le fait sur, du test unitaire ou du test, fonctionnel en dev? Ou est-ce que c'est des tests qui s'opèrent à chaque fois que vous procédez à des opérations? Qui sont genre des vérificateurs, systématiques? C'est, je sais pas bien comment ça marche derrière, mais en fait la logique c'est tu crées ta table en Mmh. SQL et une fois que cette table est créée, les tests vont se lancer sur la table que tu viens de créer. OK. Et ces tests, c'est des requêtes SQL elles-mêmes, Mmh. en fait. Donc, par exemple, select, étoile, from, machin, where, is nul. Bon, bah, si là, ça te sort quelque chose qui est OK. nul, ça casse. Enfin, OK. ça casse ou tu mets une alerte juste, Mmh. mais en tout cas, ça fait comme ça. Et Donc ça alors empêche son process de tourner? ouais, du coup, donc si vraiment tu as un test qui était censé donc cette colonne, pas censée avoir de nul, là, il y a une ligne qui est nulle et tu as dit: «Quand c'est le cas, c'est, erreur». Alors oui, la pipeline va s'arrêter Mmh. et donc la suite des tables qui s'appuyaient sur celle-là ne vont pas être, exécutées, ne vont pas être créées, et donc c'est dans ces cas-là, par exemple, que tu as du coup, au lieu d'avoir les données de la nuit qui vient de passer, tu as celles d'il y a 24 heures encore avant. OK. Donc ça fait que au final, tu as quand même une table qui marche, donc ton Mart ou ton dashboard affiche toujours des données, c'est pas Mmh. totalement cassé, quoi, mais n'affiche pas les données les plus fraîches. Puisque là, cette nuit, ça s'est mal passé OK. et donc et nous, côté data, on a un système, donc là, c'est par exemple, ça envoie dans Slack une notif où ça nous dit: «Ben, attention, là, il y a eu une erreur, OK. donc nous, va falloir qu'on aille modifier, Ça voilà». ressemble vachement à la CI/CD qu'on a, sur le déploiement en dev, et du coup, ça semble quand même être, sur du direct, en fait. Ça vient jouer sur vos données. C'est des vérificateurs un peu en temps réel et pas parce que nous, en fait, en web, quand on fait des tests, on va créer des tests qui vont être joués en parallèle qui vont pas être joués sur la prod, si tu veux. C'est avant de déployer, on Mmh va exécuter nos tests où on va avoir une fausse base de données. Donc mh. soit c'est nous qui allons populate avec des fausses, données, soit on va prendre, un dump de prod qu'on va anonymiser, tu vois? Et on va jouer des scénarios qu'on aura décrits à l'avance en disant, bah, quand l'utilisateur, il enregistre, il supprime sa carte bleue, bah, ça doit être déclenché ta et tu dois vérifier que dans telle base de données ça a été changé et cetera et cetera. Et donc ça, c'est des trucs qui se font en parallèle. Tu déroules tous tes tests et si tout est vert, bah, tu vas communiquer typiquement à ta pipeline sur GitHub, dire: «OK, tous les tests sont verts, c'est bon, tu peux déployer». Mais du coup, c'est pas des choses qu'on va faire en direct, sur le site de prod et si jamais il y a un truc qui fonctionne pas sur le site de prod parce qu'on l'avait pas vu, bah, ça va être des erreurs qui vont, soit faire planter le serveur, mais ça, c'est il faut éviter. Donc tu vas récupérer des rescues et tu vas les faire remonter dans, bah, sur souvent des services qui ensuite vont être branchés à ton Slack ou des trucs où tu as du monitoring, en fait. Ouais. Et donc d'après ce que je compris, de ce que je comprends, toi, c'est directement des vérificateurs qui sont, un peu des garde-fous à certaines étapes et où si jamais, ça fail par rapport aux conditions que tu as données, ça s'arrête. Ouais. En fait, ces tests existent dans la prod et dans la pré-prod. Mmh. Donc quand nous, on va faire ah oui, attends, peut-être ce qu'il faut que je dise avant, c'est peut y avoir 2 causes de casse. Soit on a fait une modif dans notre code, dans un de nos codes SQL et on a fait une erreur dans le code ou nos sources de données, bah, chaque jour, elles ont un peu changé, Mmh. ça a rajouté des données et tout.
Et si ça se trouve, c'est ces données-là qui sont fausses Ouais. ou incorrectes. Voilà. Donc, le premier cas, ça, on est plutôt protégé, puisque ces tests-là, on lance. Pardon. Quand on fait une modification dans Git, on lance la pré-prod, la dev, et on voit si notre code, du coup, fonctionne avec les données qu'on avait de ce matin, quoi, de la nuit dernière. Donc, si ça passe, c'est que notre code est bon. Et donc ça, ou sinon, ça fait une alerte, mais juste locale, donc en pré-prod, donc on la fixe avant ensuite de déployer en prod, effectivement. Et en fait, la plupart des erreurs qu'on a, ce ne sont pas celles-là, ce sont de la donnée qui arrive de différents outils. Et ces outils, c'est pas à nous, c'est l'ADB de l'application. Donc ça, c'est la responsabilité des devs. L'ADB, on appelle l'API de Intercom. Bon, c'est Intercom qui gère ce qu'il y a dedans, etc. Et donc ça, nous, on s'attend à ce que ça soit rempli de telle façon. Et c'est là qu'on veut vérifier que c'est bien le cas. Sinon, notre indicateur est faux, quoi. Et donc, c'est souvent ça, les cas, ce qui se passe, c'est à cause de ce qui est rentré à l'avance. Ok. Et ça, du coup, je me dis, est-ce que ça, on pourrait le faire en pré-prod? Parce que du coup, c'est non déterministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas prédire à l'avance le résultat que tu vas avoir, puisque tu es toujours dépendant d'une source de données qui peut changer. Bah ouais. Ok. Ouais. Mais en fait, ce que je disais, en fait, pour nous, c'est pas catastrophique si la prod casse. Parce que justement, le pire qui peut arriver, c'est juste qu'on a les données de la veille, de un jour avant, quoi. Et en fait, souvent, quand il y a une casse, on sait, pas forcément on sait, mais vu qu'on sait où ça a cassé, on peut aller investiguer. Ah, ok, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'API a changé? Est-ce que on disait que ça devait pas être nul, mais en fait, maintenant, si, le cas d'usage a changé, donc ça peut être nul. Et en fait, on est quand même assez réactif pour modifier ça. Est-ce que vous avez des pratiques qui s'apparentent à ce que nous on appelle le TDD, donc le Test Driven Development, où on va d'abord écrire nos tests en disant c'est mes critères d'acceptance en gros, je veux que ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, et ensuite on va créer une code. Donc vous, dans votre cas, ce serait peut-être vous allez créer les tests en disant je veux que ça vérifie ça et que ça soit ok, ça soit ok, et ensuite vous allez créer votre pipeline autour. Ça me dit rien. Ok. Je vois ce que c'est Test Driven Development. J'avoue que j'ai jamais fait jamais essayé de réfléchir comme ça. Il y a peut-être un truc à faire, mais non, vraiment, quand on développe, on part du besoin. Après, c'est aussi ce que fait un product manager qui ensuite donne le projet au dev, tu me diras, mais Non, mais si ça je pense n'existe pas, comme ça on n'existe pas. est... Ouais, non, je pense pas. En fait, comme on est très proche de l'utilisateur, aussi, je pense qu'on fait plus d'itérations plus rapides, tu vois. Nos fonctionnalités sont assez simples. Et puis vous avez peut-être moins d'enjeux critiques aussi. Oui. Clairement, oui, clairement. Donc, si on récapitule, pour cette histoire de fiabilité et de robustesse, d'abord les outils, ensuite l'architecture, et la petite cerise sur les gâteaux, c'est les tests pour s'assurer que tout marche comme prévu. Oui. Très bien. Your attention, please. Merci encore à mon invité pour cette discussion. J'espère que vous en avez appris au moins autant que moi. Je suis d'ailleurs sûr que certains passages de cette discussion vous ont fait songer à d'autres sujets ou même à d'autres personnes. Alors, partagez-leur cet épisode avec un petit message du genre « Hey, j'ai écouté ce podcast et ça m'a fait penser à toi ». Au-delà d'être une de mes petites techniques de réseautage que je vous partage là, comme ça c'est cadeau, c'est aussi une bonne manière de montrer aux gens que vous pensez toujours à eux. Aussi, partagez publiquement cet épisode sur un channel de veille de votre Discord ou du Slack de votre boîte par exemple, parce que c'est en faisant passer ces bonnes idées qu'on améliorera notre développeur experience à tous. C'était Donatien, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Ciao.